Bon, déjà là j'ai un voisin comme par hasard, pile où je veux pour tourner, il fait un bruit. Alors. Donc on a ici en main bloc moteur de la casse. Donc celui-ci est le C1J, celui que j'ai remonté, fait 60 bornes et que j'avais un problème de pompe à huile, du moins de graissage. Si tu as pu voir sur mon Instagram, pour ceux qui ne sont pas encore sur mon Instagram, le lien est dans la description. Tu marques je t'aimerais, tout collé, sur Insta, et normalement tu devrais me trouver. Voilà. Pour ceux du coup qui l'ont vu, bah, ils savent ce qu'il y a. Pour ceux qui n'ont pas vu sur l'Instagram ou qui n'en ont pas, j'avais mis aussi, j'ai mis le post aussi en post commentaire dans sur ma chaîne. Donc ici on est en possession du C1J que j'ai passé un week-end et 6 heures, mais 6 heures entre 20h et tard la nuit, comme j'avais dit, à refaire le bloc. Pour faire quoi? Faire 65 km et après des bielles. Je vais te les montrer après. Le bloc là, je me permets de faire ça, puis même dans tous les cas, je fais ce que je veux. Le bloc là, il est cassé. Voilà. Ici, j'ai une fissure ici. Pour ça, allez voir la photo sur Insta ou dans le post commentaire, bien sûr après la vidéo. Mais le bloc, il est foutu. Voilà. Ah ben sur là, je l'ai cherché justement. Le bloc est cassé ici. Ici, c'est le dernier palier du vilebrequin avec la distrib. Le bloc est cassé là, est fondu. Enfin voilà, le C1J il est cassé, du coup je ne peux l'utiliser pour si je veux vraiment que ce soit un moteur fiable et qui dure au moins encore 143 000 km. Je pense pas que je les ferai, mais voilà. Ici on est sur un chantier. Ouais, malheureusement, j'ai commencé et j'ai rien filmé. Donc j'ai des trucs à vous dire. Déjà ce bloc là, quand je l'ai démonté, la distribution était décalée de une dent. Donc c'est pour ça aussi qu'il tournait pas très rond. Suite à ça, les coussinets de bielle et de vilebrequin étaient fortement usés. Pour un véhicule qui a 143 000 km, certes il y a une boîte 4, une boîte courte, et voilà, quand je te dis fortement usé, c'est fortement usé. C'est qu'il y a une cote réparation à faire. En gros, je peux pas mettre de nouveaux paliers sur le vilebrequin. Je parle sur le vilebrequin qui est là. Je peux pas mettre de nouveaux paliers là-dessus parce que le centre il n'est pas usé à cause de l'endant. Il y a, en gros, ça fait comme un U. Du coup, celui-ci, je vais pas le faire rectifier. Non, rien du tout. Il pourrait servir, par exemple, si je montrais l'autre moteur pour dépannage. Donc déjà, distrib décalé d'une dent, les paliers usés, mais il n'y avait pas de claquement, il n'y avait pas de jeu dans les bielles. C'était juste de l'usure. Voilà. Mais à mon avis, je crois que l'usure est aussi prématurée parce que quand je l'ai acheté le bloc, il y avait de l'essence qui était mélangée avec l'huile. Et sur la jauge à huile, c'est simple, tu vois, sur la jauge à huile, tout ça c'était rempli d'huile et d'essence, donc du coup ça n'a pas rouillé. Parce que la jauge à huile elle a rouillé que sur cette partie là, alors que le niveau il était là. En gros tout le bloc, si je le mets, ouais, tout le bloc était rempli jusqu'à la moitié, c'est simple, les bielles et le vilebrequin est baigné dans l'huile et l'essence. Voilà. Ça, donc pour moi, c'est ce qui a fait que c'est fortement usé. Suite à ça, du coup, lui, comme tu as pu voir, j'avais commencé à le démonter et j'avais aussi commencé à l'autre, que ça avait arrêté là. En gros, là, j'ai un moteur Frankenstein. Voilà. Là, il y a deux moteurs en un actuellement. Donc là-dedans, on retrouve dans le bloc d'origine le 847D700. Donc code moteur qui correspond au trafic, mais les pièces internes ne correspondent plus
au moteur d'origine. On a le vilebrequin du C1J qui lui n'était pas rayé, même si il a fait des bielles, il n'était pas rayé. Est-ce que j'en ai encore? Non. Donc ça, si tu arrives à voir, ça c'est le 847. Dedans il y a des rayures profondes, comme si qu'il y avait du gravier qui serait passé et du coup bah, c'est rayé. Et j'ai les mêmes marques sur le vilebrequin. Donc dedans on a le vilebrequin du 840, le vilebrequin du C1J, l'arbre à cam du C1J, la distribution du C1J. Normalement tu ne peux pas adapter sur mon bloc d'origine le tendeur de chaîne, parce que le tendeur de chaîne n'est pas le même. Ça c'est le tendeur de chaîne d'origine de celui-là. Donc tu vois comment il est. Si tu te rappelles, le tendeur de chaîne du C1J, si tu as regardé la vidéo, fonctionne par une poussée, non, par une lubrification de la chaîne. C'est-à-dire que dedans tu as un trou pour faire circuler de l'huile, pour que l'huile lubrifie le patin, pour éviter l'usure prématurée et la chaîne. Lui, il n'y a pas de lubrification de patin. Par contre, si tu peux voir, l'huile est fort usée. J'aurais peut-être fait encore 60 000 km. Et là j'étais à la ferraille, à peu près, tu vois. Parce que lui, il est très fort usé. Mais beaucoup, il est très marqué. Ça vaut 34 euros pièce neuve, juste ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur le C1J, il y a une lubrification et il y a un trou. Là-dessus, le trou était bouché. Je ne sais pas pourquoi il était bouché, mais il était bouché. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que dans le C1J, tu as le circuit d'huile par le vilebrequin qui passe, qui lubrifie, enfin qui rentre par le tendeur de chaîne et qui lubrifie la chaîne et le truc pour éviter justement que la chaîne s'use et que les pignons ils s'usent aussi. Là j'avais ça, mais bizarrement sur le bloc, le 847, pourtant entre le C1J et celui-là il y a à peu près 10 ans d'écart. Ça c'est les premiers, enfin, je vais pas te dire c'est les premiers blocs, mais c'est une version améliorée. Des blocs de 4L, tout ça, parce que là ça c'est un 1394 cm3 et avant ça c'était les 1108, les 1 litre 1 et ça c'est un 1 litre 4. Dedans ils avaient mis un bouchon plein en aluminium. Alors ce que j'ai fait, alors déjà je savais pas si j'allais percer le bloc à travers ou je ne sais quoi, mais en tout cas ce que j'ai fait c'est que, alors déjà c'était pas de la fonte, ça aurait été de la fonte j'aurais pas percé, j'aurais cramé mes mèches. J'ai percé, je suis arrivé dans le fond, j'ai retiré et il y avait bien le conduit de lubrification d'huile. Je sais pas pourquoi ça a été bouché, je sais pas pourquoi ils ont mis ces tendeurs là de patins alors qu'ils auraient pu mettre des tendeurs lubrificateurs. Voilà, je sais pas pourquoi. Et là-dessus il y avait comme un argot qui ressortait justement pour pouvoir caler le ressort. Tu viens le tendre et après tu le ranges et puis il fait le tendre, il tend. Lui, il n'avait pas sur le C1J, mais le 847 et le C1J ont, et sûrement je pense les autres aussi, ont un système de lubrification pour lubrifier la chaîne de distribution. Si tu ne savais pas de quoi je parle, c'est de ça. Donc tu vois ici, il y a bien un trou pour venir mettre un pion. Et là, tu as le trou de lubrification. Moi, ici, il était bouché par un bouchon en aluminium. J'ai percé, j'ai retiré le bouchon. Et le conduit là amène à ce trou-là où ce qui est fendu. Et sur le C1J, du coup, j'ai passé ici la soufflette. Du coup, j'ai bien de l'air qui sort par le trou. Voilà, donc je sais pas, ils auraient pu faire ça sur les autres blocs, mais ils ont fait ça. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça pour souci d'économie, coûte moins cher à la sortie d'usine, ou est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'en gros, ils ont fait un mix, ils ont pris des pièces de droite et gauche, ils ont tout claqué ensemble. Voilà. Je sais pas. Donc là, sur le moteur, la distribution émise, c'est la distribution du C1J. Les dents étaient un peu plus pointues. Lui du 847, ils sont plus rondes et la chaîne du coup pareil, du coup elle a 143 000 et lui comme c'était moins usé, du coup j'ai repris ça. Donc le distrib c'est C1J et les pièces que j'ai dit avant, vilebrequin, arbre à cam. Ici j'ai remis, là aussi c'est Frankenstein. Là il y a 3 cylindres qui appartiennent au C1J
un cylindre qui est à partir de 847. Et sur un des pistons, c'est les segments Cobalt-Schmitz. Tu sais, ce que j'avais pas mis parce que le segment Racler n'était pas le même. Et ben là, je l'ai mis quand même. Donc, je me suis dit, quitte à prendre un risque, je le prends. Et pourquoi si je me suis dit ça? Parce que si eux ont 50 000 et que l'autre, un cylindre à 143 000, il va y avoir un déséquilibre ou un truc qui va pas aller. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis le segment pour essayer de rattraper, tu vois, l'écart de compression. Donc le segment qui possède le segment Cobalt-Schmitz et qui n'est pas du tout le même des trois autres pistons, c'est le cylindre numéro 3. Alors, cylindre numéro 3 possède la chemise, le piston de ce bloc là, bloc d'origine, plus le segment 9. Les autres, c'est du C1J. Alors par contre, l'ordre n'est plus la même, parce que j'avais repéré, tu sais, l'emplacement du C1J, mais malheureusement, là, c'était pas pareil. Le 4 est bien à la même place, entre le C1J et le 847. Le 3, c'est le piston numéro 1 du 847, donc en gros, lui, avant, il était ici. Je l'avais remis à la même place, mais ça n'allait pas. Le 2 sur la même place entre le 847 et le C1J, et lui maintenant qu'il est en position 1, c'était le piston numéro 3 du 847. Le piston numéro 3 du C1J. Donc en gros là j'ai 3, 1 et 2 qui sont là. Non attends, je me gourre. J'ai 2, 1 et 3 qui est arrivé ici. Parce que ouais, j'ai pas repris la chemise et la chemise du cylindre numéro 4, parce que l'un est granuleux sur le haut, donc problème d'étanchéité, et l'autre il est rayé. Même si avec un rodoir ça aurait pu faire effacer, mais je me suis pas emmerdé, de toute façon j'ai pas de rodoir. Donc du coup voilà, un piston et une chemise plus usée de à peu près 100 000 km comparé aux autres. Mais là, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en gros j'avais un écart de planité entre les chemises. Par exemple, lui, elle était plus basse que eux. Donc ici, en gros, sur la jonction de chaque chemise, j'avais un écart. Donc éventuellement, j'aurais pu avoir un symptôme de jeu de culasse. L'eau qui rentre dedans, l'huile qui rentre dedans, l'huile et l'eau qui se mélangent, la compression qui part dans l'eau, qui part dans l'huile. Donc j'ai fait comme ça. Même que si j'aurais par exemple la compression qui part dans l'huile, ça serait énorme parce que il y a pris de 2 cm d'écart entre les deux. Parce que la rampe d'huile elle est ici, elle n'est pas de chaque côté, elle est que de ce côté là. Donc en gros, ça aurait été énorme. Voilà. Donc ça vous savez la petite histoire. Maintenant pour les coussinets. C'est des coussinets mixtes qu'il y a dedans. Il y a les coussinets du 847 et il y a les coussinets du C1J dedans. Je sais plus quel pourcentage j'ai pris, mais voilà, en gros j'ai pris ce qui me semblait être presque ou quasiment bon état et c'est claqué dedans. Je crois que j'ai réutilisé quasiment la plupart des coussinets du C1J. Déjà les coussinets de bielle, les coussinets Villebroquin, c'est tous le C1J. Parce que tous ceux du 847 étaient tous usés, il y avait des grains, il y avait des trous dedans, voilà, mais ça, pas de bielle, mais tous usés. Donc, lui, même si j'ai fait un manque d'huile, les coussinets de Villebroquin ont pris moins cher que les coussinets de bielle. On a vu le Villebroquin, il tournait moins vite que ceux des bielles. Voilà. Ensuite, ceux des bielles, je crois qu'il y a une partie mixte C1J. Il y a une partie mixte C1J 847. Donc ça passe, c'est pas bloqué. Enfin, c'était pas bloqué, ça force un peu parce qu'à cause du cylindre du 847, il force un peu au niveau du Villebroquin. Bon, c'est le temps que ça va se roder, mais en gros, j'ai oublié le nom. Ces trucs-là, j'ai pas pu réutiliser. J'ai pas pu utiliser ça pour mettre sur la bielle du 847. J'ai pas pu l'utiliser. Ça, il y avait un écart. En fait, c'était pas tout à fait centré. Du coup, j'avais un écart.
c'est que ça a touché le vilebrequin. Du coup, bah, j'ai remis les deux et ça tourne. Je vais le faire, regarde, ça va tourner un peu. Après, il faut que je la ramasse place pour pouvoir faire mon réglage de l'allumeur. Voilà, tu vois. Bon, ça force un peu, mais ça bouge. Ça force, mais ça bouge. Mais pour moi, c'est parce que là, il va falloir roder les... Là, je suis parti pour un rodage vilebrequin. Alors, je sais pas du tout les coussinets, s'il il était à la rampe 1 ou s'il était à la rampe 3, j'en sais rien du tout. Là, il y a un mec, ça se peut qu'il y a le 3 qui est au 1, il y a le 4 qui est au 1, il y a le 2 qui est avec le 4, puis voilà, les 3 ils sont avec le 4, le 1 qui est avec le 1 du 847 du CNJ, tu vois, j'en sais rien. Donc là, c'est vraiment un truc mix. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, bah, je redémonte et voilà. Parce que en fait, ça me fait chier de racheter des coussinets. Parce que vu le prix que j'ai payé, en gros, j'ai perdu 58 € pour les coussinets que je peux pas utiliser. Ouais, parce que je comprenais rien de leur truc, 0, 50 mm, 0,25, voilà. Et en plus de ça, tu sais, le CNJ, c'est un bloc bâtard déjà depuis le début. Parce que quand j'ai retiré, ici, c'est indiqué moins 0,25. Tu vois, moins 0,25. Donc non seulement le CNJ c'était un échange standard, mais en plus de ça, en gros, ils auraient utilisé pour moi, ils auraient utilisé des pièces d'occasion. Ils ont utilisé des pièces d'occasion, ils ont rectifié le vilebrequin et puis ils ont fait un assemblage Frankenstein là-dedans aussi. Parce qu'il y a le youtubeur Bichard Henry m'a dit comme quoi que sur les dernières versions des 847, des clés en fonte, ils faisaient des genres de prototypes, ils prenaient ce qu'ils avaient droite-gauche, ils assemblaient un moteur et puis voilà. Donc en gros, si par exemple de série la voiture devait sortir 50 chevaux, en prenant des pièces droite-gauche, soit là on sortait 40, soit là on sortait 65, tu vois. Ils ont pris des pièces droite et gauche. Bon, le débrief est fini. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ramorcer en huile, déjà pour voir si la pompe à huile fonctionne. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, la pompe à huile et le carter, ça appartient au 847. La plus pompe à huile, c'est la pompe à huile du 847. Celle-là, je savais qu'elle fonctionnait. Du coup, je vais remettre celle-là. Et la pompe à huile du 847 et du CNJ, physiquement, sont les mêmes. Le carter d'huile, physiquement, sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Entre cette pompe du CNJ et celui-là, il n'y a pas de différence. Parce que comme on m'a dit, Super 5, tout ça, voilà l'aspiration de l'huile, tu vois, elle est ici. Sur les Super 5, l'aspiration d'huile, elle n'est pas de ce côté-là. Enfin, elle est du même côté, mais elle est du même côté, tu vois, plus par ici. Plus par là. C'est aussi le carter d'huile du 847, celui du CNJ. Ce sont exactement les mêmes carters. Déjà, physiquement, il n'y a rien qui change. Pareil pour l'intérieur, c'est exactement le même. La pompe à huile, celle-ci c'est facile à reconnaître, elle est carbonisée. C'est la pompe à huile du 847, donc celui du trafic, voilà. Cette pompe à huile là est la même que cette pompe à huile là. Physiquement, ce sont les mêmes caractéristiques, les mêmes empattements au niveau des fixations, le même axe. Et l'arrière est exactement le même. Voilà. CNJ 847. C'est les mêmes pompes. Donc, c'est pas le fait que je n'ai pas changé les pompes, la pompe à huile qui a fait que ça a merdé. Non, pas du tout. C'est la même pompe. Pareil, identique. Physiquement, c'est les mêmes pompes. Pareil pour le carter d'huile. Et là, maintenant, ce que je vais te dire, c'est que je vais reprendre la culasse. Ben ça, de toute façon, vous vous en doutez. Je vais prendre la culasse du 847. Déjà, les soupapes, ils fuient pas. Parce que lui, du CNJ, quand je l'ai démonté, deux soupapes de 2 cylindres faisaient couler de l'huile dans les cylindres. Voilà. C'est un fait, mais voilà. Et les joints, bah, c'est les joints que j'avais mis sur le 847, sur le CNJ. Donc, en gros, c'est des joints neufs d'occasion. Voilà.
Ils ont déjà été utilisés une fois, ils ont été écrasés une fois, ils ont fait 65 bornes, je les réutilise. Si ça repisse, bah tant pis, je ferai avec. Normalement, l'huile ne devrait pas couler. Bouchon de vidange, c'est un nouveau aussi, un tout nouveau, avec le joint, parce que l'autre je l'avais démoli. Bon, j'ai une coupure de caméra, plus de batterie. Comme tu vois, bah, il est remonté. Il me reste plus qu'à remettre l'admission. Bazar pour le carburateur. Et ici l'allumeur. Et puis c'est bon, voilà. Donc, le moteur est mis. Je suis désolé, vous n'avez pas vu le reste du remontage. Donc j'ai réutilisé l'ancien joint de culasse qui a 65 km. La nouvelle culasse. La culasse d'origine de ce bloc là, les tiges qui poussent les culbuteurs, j'ai prévu du C1J et une du 847. Je ne sais pas où elle est la manquante, mais je crois que j'aurais peut-être dû réutiliser celle du 847 ou je ne sais quoi, parce que bizarrement celle du 847 elle est là. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai ça de filetage pour régler le culbuteur, et ceux où il y a les tiges du C1J, il y a 5 mm de filetage restant pour pouvoir faire le réglage. Donc je suppose que celui du C1J sont plus courtes, parce que lui du 847, en gros, je peux encore faire beaucoup de réglages, en gros. Voilà, donc il y a une tige du 847 qui est dedans. Donc j'ai fait mes réglages, donc c'est 20, si je me trompe pas. J'ai mis 20 à l'admission, échappement, et 15 R. Mais je vais quand même regarder, mais je crois que ça serait peut-être 25 pour l'échappement. Voilà. Donc on continue pour la suite, pour le remontage et démarrage du moteur. Voilà. J'espère l'avoir amorcé en huile, parce que malheureusement la pompe ne tourne pas assez vite pour envoyer de l'huile sous pression. Mais bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Alors bizarrement, j'ai des vis manquantes, pourtant toutes les vis sont là. Mais là actuellement, je n'ai plus ce qu'il faut pour remonter le deuxième bloc, par exemple. Chose intéressante, ça c'est le pignon entraîneur pompe à huile et pignon entraîneur de l'arbre à cam de l'allumeur. Alors là maintenant il est dedans, mais ça c'est le 847 que j'ai pas remis. Il y a une amélioration apportée au pignon sur le C1J. Sur le C1J il est percé. Il y a un trou ici et un trou entre la pignonnerie. Donc c'est lubrifié. Il y a une lubrification qui se fait au niveau du pignon pour qu'il s'use moins vite. Et là, il n'y a pas de trop de lubrification. Donc sur le C1J, le pignon est lubrifié. Enfin, il est lubrifié en gros. Il a, je sais pas comment ça passe, parce que là ici il y a l'hydraulique. Mais en tout cas, il y a de l'huile qui passe pour lubrifier le pignon et l'axe de la pompe. C'est bon à savoir. Nous voilà encore une fois dans un nouveau jour. Le moteur est monté. De toute façon, vous l'avez vu la séquence juste avant. Oui, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Donc, moteur monté, boîte à air remis, carburation remis, courroie c'est mis, allumeur c'est mis, mais il faut que je le règle. Là, il est mis à peu près comme je l'avais mis avant. Et amorçage éthanol. Ensuite, par la grâce du Saint-Esprit, même si ça m'étonnerait que j'ai sa grâce, voyant d'huile, voyant de batterie allumé, starter qui s'allume,
Alors je sais pas, j'ai remis mes câbles, correctement. À force de le faire tourner pour réamorcer en éthanol et en même temps pour voir si ça lubrifie, bah les voyances ont apparu. Autre chose aussi, j'ai repéré un câble qui était croqué dans cette zone là. Ce câble là, c'est le câble témoin de pression d'huile. Il est là, il était croqué, il y avait à peu près encore 5 filaments de cuivre qui se touchaient. Du coup, c'était pour ça que j'avais un truc qui allait pas avec la pression d'huile, tu vois, peut-être, hein, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce câble là, c'est la pression d'huile et il était croqué. Donc, quand il s'affichait, c'est soit il s'affichait parce que en gros j'avais un contact direct à chaque fois, il a touché peut-être le master back ou un truc de la carrosserie qui fait qu'en gros le voyant d'huile s'allumait. Voilà. Mais un mal pour un bien, du coup j'ai pu voir comme quoi que je faisais des bielles. Voilà, donc Frankenstein, ici présent, on va essayer de voir déjà s'il tourne correctement et en même temps lui refaire son premier démarrage. 3 cylindres de CNJ, 1 cylindre du 847. Donc maintenant, comme j'ai dit dans cette séquence avant, le moteur, quand vous entendrez le mot Frankenstein, ça sera le 847. On fait revivre Frankenstein. Alors cette fois-ci, pour avoir mis toutes les chansons de mon côté, je l'ai bien amorcé en huile, mais enfin bien, je l'ai amorcé. Voilà. Ah oui, et comme je sais pas, vous avez fait attention à c'est quand juste avant, mes fils de bougie, il y en a 2 rouges. Les fils de bougie NGK, c'est bien, c'est de la bonne marque, tout ça. En plus, ils ont 10 000 km. Le problème, c'est que le caoutchouc, il colle tellement bien aux bougies que en gros, le câble, comme l'autre, il s'est défait de sa cosse. Donc j'ai 2 câbles NGK à refaire. Et en plus de ça, j'ai vu que mes câbles rouges, il y en a 2 longs et 2 petits. Là j'ai mis les 2 petits et du coup j'ai 2 petits et 2 longs. Mais les câbles rouges viennent d'une Super 5 ou d'un Express. NGK m'ont fourni 4 câbles de la même longueur. C'est bien, enfin c'est peut-être bien, ou je sais pas en fait. Je sais pas. Voilà. Bon, déjà, est-ce qu'il démarre? Telle est la question. Il y a des ratés. Ouais, faut que je règle la lumière. Il y a des gros ratés. Il y a un nouveau bruit. C'est très bien. Allez, on l'éteint. Voilà. Et tu vois, je l'ai pas fait chauffer juste avant. La sonde, elle est en bas. Bon, il y a un bruit de ferraille. Mais je sais c'est quoi. C'est parce que, en fait, c'est soit, vous savez, les cales qu'on met pour centrer le vilebrequin, enfin pour pas qu'il y ait un jeu axial au vilebrequin, et c'est ça. Parce que j'avais mis ceux du CNJ. Bon, je sais pas où je les ai mis.
Vous savez les 2001 qu'on met sur la fixation du vilebrequin au centre. Bah, j'avais mis ceux du CNJ avec je l'avais remis sur le CNJ et avec le vilebrequin du CNJ. Problème qu'il y a eu, c'est que quand j'ai démonté tout ça, je les ai pas retrouvés. Du coup, j'ai mis lui du 847 avec le vilo du CNJ. Et une fois que j'avais tout monté, je les ai retrouvés. Ils étaient restés accrochés au bloc avec l'huile. Ah, du coup là, il y a un rodage à se faire parce qu'il n'y a même plus de jeu là. Là, en gros, j'ai dû appuyer un peu dessus pour pouvoir le mettre. Donc en gros, il y a un rodage à faire sur ça. Le bruit qu'on entend, bah, c'est les 2001 qui vont se roder au vélo. Ça va rester comme ça. De toute façon, j'ai un rodage à faire. C'est pour ça que j'ai pris de l'huile Naruto pour faire le rodage. Mais il y a aussi la bielle du 847. Il faut que je la rode avec le vilo du vilebrequin. Alors là, ils vont me dire, mais il dit de ces conneries. Rappelle-toi, la séquence avant, ça appartient au CNJ. J'ai voulu mettre ça sur le vilo, enfin sur la bielle du 847. Ça passait pas. Enfin, ça passait, ça s'emboîtait, mais le problème c'est que la bielle me bloquait le vilebrequin. Donc peut-être ici au niveau des fixations, ils sont peut-être plus longues ou ils sont peut-être plus courtes. J'ai la preuve, ils sont plus courtes. Voilà. Ils sont plus courtes. Donc c'est pour ça, donc ça passait pas. Donc en gros quand je serrais, je venais serrer les coussinets sur le vilebrequin. Voilà. Donc ils sont plus courtes de 2 mm hein, au niveau des fixations. Donc du coup j'ai un rodage à faire entre le bielle du 847 avec la bielle avec le vilebrequin du CNJ. Donc je sais que ce bruit de ferraille là c'est un truc qui frotte entre eux. J'espère pas que ça ait une bielle. Mais voilà, c'est tant que ça se rode ce problème là. Et comme tu l'as entendu, c'est venu, c'est parti. Voilà. Donc j'ai aussi tous les coussinets qui doivent se roder. Parce que je redémonte pas le bloc. Là maintenant c'est ça passe ou ça casse. Alors ce qui faisait aussi que quand j'essayais de le faire tourner, regarde ça fume. Quand j'essayais de le faire tourner à la clé, que ça forçait, bah, comme je t'ai dit, la bielle qui est un peu en contact avec le vilebrequin, les cales du jeu axial du vilebrequin, il n'y a quasiment plus de jeu, donc en gros là il est calé. Ça se peut que même il n'est pas tout à fait bien centré, mais bon ça tourne. Et aussi les nouveaux segments qui sont mis sur le cylindre 3 de ce moteur, qui fait que ça force aussi un peu beaucoup. Voilà, donc il y a plusieurs éléments qui font que ça force. Et aussi, je te dis, je suis fatigué. Rodage des coussinets maintenant à faire. Voilà. Donc j'avais regardé une vidéo de Bicharl Henry qui a créé les trafics. Il a refait son moteur Cléon. Il avait fait un test de compression. Il y avait moins de compression qu'après 10 000 km. Parce qu'en gros, il est recommandé, grâce à lui je le sais, que les Cléon fonte, faut à peu près faire 10 à 15 000 km modérément pour roder correctement le moteur. Là en gros je repars sur un rodage, je peux pas dire que je repars sur 50% de rodage, non là je pars sur un rodage 100%, donc dans 10 à 15 000 km le moteur sera rodé et là je pourrais faire de nouveau un test de compression pour savoir combien le cylindre 3 développe. Parce qu'il avait fait un test de compression, il y avait moins qu'avant d'avoir réparé son moteur, quand il a mis les nouveaux segments, et quand il avait mis les segments et qu'il avait fait 10 000 bornes, il y avait plus de compression. Comme il dit, le cylindre il s'est ovalisé, les segments ils étaient ronds tant que les segments ils se mettent dans leur place. Voilà. Les fils de bougie que je te parlais. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, là on verra une autre journée parce que la nuit va tomber. Là c'était vraiment pour on voit s'il démarre tout ça. Là maintenant ce que je vais faire, je le remonte pas, ça a déjà vu et a été revu. Je remets toute la face avant, remplissage en eau, tout ça. Oui, donc le commentaire qu'il m'a envoyé pour savoir où tu purges le moteur. Alors si tu le purges
Normalement, soit tu retires ta durite du bas du radiateur pour vider entièrement ton radiateur, ou alors si tu as l'occasion, bah, tu le retires pour le vidanger. Sur le bloc clé en fonte, tu as une vis de purge ici. Sur le bloc, tu le dévisses, comme ça te vide l'eau qui est dans le bloc pour vraiment te faire une purge, on va dire quasiment à 100%, même si c'est loin d'être 100%, parce que la vis de purge est au-dessus. Tu as à peu près encore 2 cm dans le bloc. Et si tu possèdes un trafic, la vis de purge est sur le radiateur de chauffage, juste là sur le côté. Donc en gros, c'est tu ouvres ton radiateur de chauffage, normalement ici tu as le bocal d'expansion, tu le remplis, tu le mets en hauteur et tu le remplis. Donc comme ça, tout ton liquide il va circuler dedans. Enfin, tout ton liquide de refroidissement il va circuler, il va se remplir partout et puis il va finir par... Dès qu'il commence à ressortir d'ici, c'est que ta purge est faite. Je te conseille aussi ton calostat. Tu le regardes ton calostat. Perce un trou dans ton calostat. Sur le côté. Pas au centre, hein, sur le côté. Hein, là où c'est juste fait pour faire une... je sais pas comment te l'expliquer en fait. Mais en gros, tu perces un trou. Pas du côté où il y a de la durite, mais dans le calostat. Si tu n'as pas de trou, tu perces un trou, comme ça en gros tu vas chasser l'air dans le bloc et tu auras une purge qui va être quasiment correcte. Voilà, en gros tu vas vider tout ton circuit d'eau de l'air. Si tu as une Super 5 Express tout ça, sur tes durites, normalement c'est ton bloc il est là, mais il est positionné de l'autre côté. Au niveau de ta pompe à eau, tu as des durites et sur les durites, tu as des bouchons. Il me semble quand même que sur les Express, tu as 2 vis de purge ici sur les durites et il me semble que tu en as une derrière, à moins que je confonde peut-être avec l'X. Voilà. Mais dans tous les cas, tu as forcément une vis de purge partout. Après, tu peux avoir une vis de purge directement sur ton radiateur. Voilà, souvent derrière les radiateurs, tu as une vis de purge. Voilà. Ça peut être le cas aussi. Ouais, aussi si tu as un trafic sur le radiateur, tu ouvres ton bouchon du radiateur et tu remplis ton vase d'expansion pour en fait chasser l'air qu'il y a dans le radiateur pour pas le réinjecter dans le circuit. Sinon en gros tu peux avoir de l'eau jusque là et puis au-dessus de la culasse tu peux avoir que de l'air. Ça m'est arrivé. Et qu'après je me suis aperçu que j'avais plus d'eau dans le bocal. Voilà. Bon mes gens, suite de la vidéo, je redémarre tout. Enfin je remonte tout. Et on refait un petit tour. Ah oui aussi, j'ai oublié. Vos commentaires, je les lis. Souvent, je vous mets un cœur et un j'aime. Souvent, il y en a que je mets pas parce que je trouve que le commentaire n'est pas approprié. Mais vos commentaires, je les lis. Souvent, très souvent, je vous réponds. Donc, quand vous dites que je vous réponds pas, allez voir le commentaire que vous avez posté. Parce que souvent, il y a une réponse. S'il y a un cœur, c'est que je l'ai vu. Donc s'il y a un cœur qui apparaît comme quoi que je t'aimerais qu'à aimer votre truc, votre commentaire, souvent il y a accompagné d'une réponse. Donc dites pas que je vous réponds pas. Bon, j'ai sorti le fourgon dehors, je vais finir cette vidéo correctement. Alors, je vais pas te mentir, j'ai roulé avec, j'ai fait précisément un peu plus de 115 km. Il y a des bruits qui ont apparu et il y a des bruits qui ont disparu. Déjà le bruit qui a apparu. Maintenant, quand j'embraye, j'ai ce bruit là. Voilà, un bruit de ferraille. Donc j'ai changé le mécanisme plateau de pression et j'ai changé le volant moteur. Pour moi la butée est un peu trop proche et du coup bah, ça fait ce bruit là. Voilà. Suite à ça aussi, là tu vois je suis à l'arrêt. Là je mets la 1, je mets la 2 et quand je mets la 3, ah bah, ça a disparu. Et la 4, ça a disparu aussi. Alors tu vois, écoute, regarde ça accroche. T'entends? Et la 4, pareil. Mais si je le fais tout doucement, bon vous voyez pas mais en gros ça a disparu. Voilà.
Donc là c'est le bruit là qu'ils ont arrivé. Par contre quand je roule le bruit j'entends pas. Mais il était plus sévère dans les premiers kilomètres. En gros quand j'ai remis le moteur j'ai démarré pour pouvoir passer la 3 pour voir si la boîte elle passait correctement avec le moteur. Tout de suite ça faisait bah tout de suite. Par contre le nouveau truc, bon ça il y était déjà mais il a empiré. Maintenant c'est la marche arrière. Tu entends? Clac, crac, 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 crac. Je suis vraiment obligé de prendre la marche arrière et taper dedans pour dire de la faire passer. Des fois même, je suis obligé d'être avec mes deux mains pour la faire passer. Donc je sais pas c'est dû à quoi. Est-ce que c'est ma boîte du coup qui a un problème maintenant? Ou alors c'est mon plateau d'embrayage qui est pas assez tendu. Parce que j'ai remarqué aussi une vidéo que vous allez voir avec le fourgon qui est dans le marais. J'ai appuyé sur l'embrayage et il n'est pas du tout pareil que moi. Certes, l'embrayage il est peut-être collé, mais en tout cas, moi je le trouve souple. Lui, j'appuie dessus, je le trouve assez dur quand même. Donc il y a des pièces qu'il faut que je vois pour le truc. Voilà. Donc pas de problème pour rouler à l'éthanol. Là ça revient. Les nouveaux problèmes que j'ai aussi maintenant, c'est maintenant quand j'allume les feux, j'ai mon voltmètre qui déconne. En gros il m'affiche 10 volts ou 12 volts. Donc il y a un problème dans le câblage. Alors que j'ai pas touché. De toute façon tout ce que j'ai installé, je vais refaire un câblage correct. Bientôt avec un truc à fusil pour chaque truc. De toute façon il y a encore ça que je dois rajouter dans une vidéo. Je vais rajouter ça dans une prochaine vidéo, genre de tuto, même si j'ai dit que j'en faisais plus. Une prise 12 volts. Et je vais installer ça. Nouveau truc aussi, des fois ça revient. Quand je roule, le voyant d'huile vient, mais vient quand je fais une grosse décélération. En gros, c'est comme si que toute l'huile partait sur l'avant. Et puis bah du coup il n'y a plus d'huile qui est au niveau de la sonde et toute l'huile a été évacuée. Enfin toute l'huile part en avant et quand je fais une grosse accélération, bah, toute l'huile part en arrière et ça me met le voyant d'huile. Des fois à l'arrêt aussi, comme là, je suis obligé de faire accélérer pour que le voyant il part. Mais on va dire que ce problème là, je le connais, c'est la même pompe à huile et de temps en temps le voyant d'huile il revient quand je m'arrête. Mais ça me fait plus le voyant d'huile qui reste prononcé quoi. C'est vraiment il s'allume légèrement. Il suffit de mettre un petit coup d'accélérateur et puis voilà il part. Donc là tu vois là je fais tourner au ralenti. Ça fait quoi maintenant 5 minutes. Voyant d'huile il est pas venu. Le voyant batterie lui s'allume, il vient et puis pop, il s'allume, il s'éteint. Bon ça comme je t'ai dit c'est doit être avec mes trucs des câbles. Quand j'ai saqué le moteur il y a peut-être un câble que j'ai dû tirer dessus tout ça. Mais bon, sur ça, pas de problème. Tu entends le bruit? Voilà. Le bruit de ferraille qui faisait, enfin le bruit de ferraille, le bruit de casserole, et ben j'ai réglé le problème. En fait, comme j'ai fait un échappement moi-même en récupérant un tube de ZX, un trafic de litre 1D plus celui du trafic de celui-ci, et ben automatiquement il y a des fixations que j'ai des points d'ancrage que j'ai dû faire. Et quand moi j'ai remis le moteur, j'ai tout assemblé ensemble et j'ai pas retiré l'échappement. Du coup en gros j'avais un jour comme ça, entre le collecteur et l'échappement, du coup bah, tout partait par là. En gros j'avais une fuite à l'échappement au niveau du collecteur. Donc ça le problème est réglé parce que quand je passais ma main j'avais de l'air chaud. Donc ça le problème est réglé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le cric en dessous de l'échappement, je l'ai levé, je suis venu emboîter le tout avec la fixation de l'échappement et puis maintenant le bruit a disparu. Voilà. Donc ça c'est un bon point. Chose aussi que j'ai pu remarquer. Alors j'ai pas encore vraiment pris la rocade, la route qui est limitée à 110 km/h. Bah déjà de une j'ai une phase de rodage à refaire comme les coussinets, le moteur là c'est Frankenstein.
il y a un truc que j'ai vu, j'ai pris une fois la rocade. Je me suis dit non, j'ai pas pris 2 fois, je l'ai pris 3 fois. L'aller ça a été, le retour ça a été. Je refais l'aller en gros pour revenir chez moi. Je roulais à 80 et puis d'un coup je sais pas ce qui s'est passé. Ça faisait ça. Voilà. Quand je roulais, ça me faisait ceci. Je roulais 80. Ça me donnait des à-coups. Du coup, bah, j'ai appuyé sur l'embrayage. Je le relâchais, plus rien. Ça revenait, bam 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 bam. J'ai appuyé dessus, je relâchais, plus rien. 5 secondes après, bam 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 bam. Donc j'ai la première sortie que j'ai vue, j'ai sorti pour pas tomber en panne sur la rocade. Et après jusqu'à rentrant chez moi, plus rien. En rentrant à 50 jusque chez moi, pas de problème. Mais arrivé au 80, ça faisait. Voilà. Voilà ce que ça faisait arriver à 80. Donc je sais pas, est-ce que c'est peut-être l'embrayage qui glisse du plateau de pression d'embrayage, comme je l'ai poncé pour dégager tout le vieux embrayage qui était resté collé dessus. Peut-être ça. Ah ouais, priorité à droite. Donc voilà. Ah bah tu vois, même là j'ai pas la lumière allumée et sur mon voltmètre il m'affiche 12 volts et demi. Mais bon. Moi pour le moment j'ai pas encore eu de soucis. Alors chose aussi que j'ai pu remarquer, j'ai cru que je refaisais un joint de culasse. Du moins que le moteur j'avais mal étanchéifié le truc. Alors j'ai de l'eau qui se barre, mais ça le problème il a l'air d'être réglé. Après ça peut être aussi le radiateur de chauffage, il faut pas oublier aussi qu'il fuit. Pas qui fuyait. Donc j'ai changé le liquide, il n'y a plus le produit qui était dedans. Ça. Je retrouvais beaucoup de mayonnaise sur le bouchon d'huile. J'ai dit putain ça y est ça va recommencer. Alors il est possible, c'est soit les chemises qui sont mal alignées, soit les joints de chemise ou soit le joint de culasse. Parce que le joint de culasse je ne l'ai pas montré, mais il y a une vis, je ne sais pas pourquoi, j'ai pété un câble. J'ai tout serré à 60 newtons. Et puis je sais pas, dans ma tête, il y a un truc qui me disait que je devais aussi le serrer à 120. Alors ce que j'ai fait, bah, j'ai serré une vis à 120 jusqu'à temps que j'entends clac. Je merde. Alors du coup je l'ai retiré tout de suite. La vis ça avait commencé déjà à se casser. Et du coup bah, j'ai un point de fixation qui commençait à être en gros j'ai une vis qui a pris du 100 près de 120 newtons. Merde, c'est pas le bon côté. Près de 120 newtons et les autres ils sont à 60. Donc du coup bah, j'ai changé la vis, j'ai repris l'autre vis de l'autre moteur. J'ai changé la vis et je l'ai resserré à 60 newtons. Donc il y a peut-être que le joint de culasse, il y a un écrasement sur un côté. Mais lui va être changé aussi par la suite. Hein. Ça c'est dans une vidéo évolutive. Avant, tu vois la marche arrière. Avant que... Oh je suis un peu trop près. Enfin bref. Avant que je suis bloqué à cause d'affaires personnelles. Donc voilà, donc déjà moi là je refais le plein. Vous savez maintenant les petits soucis, mais le truc de la mayonnaise sur le bouchon, je pense que c'est peut-être dû aussi au WD-40 et à l'humidité qu'il y avait dans le bloc. On a vu le WD-40 a fini par se évaporer et puis bah, il est venu se réfugier ou directement au niveau du bouchon. J'ai nettoyé, pour le moment ça n'a pas l'air de revenir, mais je contrôle aussi souvent avec la sonde à huile, voir la couleur de l'huile et je vais peut-être même d'ici peu de temps regarder la couleur de... Enfin, regarder l'huile qui est injectée dans le filtre à huile. D'ailleurs le filtre à huile, j'ai vu qu'il y avait des filtres à huile clapés anti-retour. C'est-à-dire que l'huile, une fois qu'elle est dedans, elle peut pas faire la marche arrière et recouler dans le bloc. Et ça c'est bien parce que quand je le démarre, j'ai un laps de temps de 2 secondes qui me dit qu'il n'y a pas d'huile et après il s'amorce en huile. Donc ça c'est bien ce truc là. Je suis en train de toute façon je suis en train de repasser commande. Voilà. Donc mes gens, vidéo finie. J'espère que celle-ci vous aura plu. Frankenstein est vivant. Près de 120 km. Voilà. Donc on peut officiellement dire que je te garantis un moteur à plus de... inférieur à 120 bornes. Voilà. Parce que là en ce moment tous les entretiens moteurs c'était tous les 60 km. Là, voilà. Donc là fini. Cette vidéo est finie, on touche à sa fin.
Et maintenant on voit les prochaines vidéos qui arrivent sur la suite. Et tu sais que j'ai encore quelques problèmes. Mais mon problème d'embrayage, si tu sais ce que c'est, aiguille-moi. Parce que j'ai pas envie non plus que la boîte elle casse, tu vois. Ça peut être très emmerdant. Si ma boîte elle casse, je peux pas en retrouver une. Ouais. Bon allez mes gens, oublie pas de t'abonner. Et oublie pas de regarder les prochaines vidéos qui arrivent. C'est sur les épaves qui sont dans le marécage. Voilà, les redémarrages. Allez, et en plus j'ai vu que ça vous avait plu. La tentative de redémarrage du rapide. J'ai vu que ça vous avait plu. Et je compte peut-être m'orienter sur ce genre de vidéo par la suite. J'ai déjà repéré quelques épaves qui traînent. Je vais essayer de contacter les personnes qui sont propriétaires de ces véhicules. Et pourquoi pas me lancer dans cette orientation-là sur la chaîne YouTube. Avec d'autres trucs que je fais à côté. Allez mes gens, on se voit la prochaine.